Je pense que la solution dont vous parlez, celle de fusionner le Hezbollah avec l'armée libanaise, ça ce sera plutôt après la fin de l'occupation du Liban. Parce qu'avant de mettre fin à cette occupation, avant d'y mettre un terme, Israël doit se retirer. Il n'y a tout simplement pas moyen qu'Israël reste là-bas. Et vous parlez de l'avenir, de ce que pourrait être le futur du Liban. Parce que c'est ça, la raison principale, la raison de base de l'existence d'un groupe comme le Hezbollah au Liban, l'occupation du pays. Ils n'étaient pas là avant. Leur existence même, si je ne me trompe pas, remonte à 1980. Ils sont apparus à cause de l'occupation qui a eu lieu avant la formation du Hezbollah. Tout ça est très important. Quand on regarde la situation, la première chose à faire, c'est de mettre fin à l'occupation. Il faut agir sur ce point-là. Ensuite, on pourra parler de ce que sera le Liban. Et à ce moment-là, ils se redéfiniront peut-être, une fois l'occupation israélienne du Liban terminée. Oui, c'est tout à fait exact. Et bien sûr, Israël va insister sur le fait que non, le Hezbollah doit d'abord se désarmer avant tout retrait de troupes. Donc cet accord de cessez-le-feu, comme vous l'avez dit, n'a pas été conclu entre deux forces militaires opposées. C'est un peu comme un traité, en fait c'est comparable au traité de Versailles. Les Allemands l'avaient qualifié de diktat, parce qu'ils n'avaient aucune influence sur son contenu. On leur a simplement demandé de le signer. Et au final, quand ils ont été invités à le faire, ils ont obtenu quelques concessions de dernière minute, mais ils avaient été exclus des négociations. En somme, c'était pour eux une reddition sans condition. Et c'est exactement ce que c'est pour le Hezbollah, en fait. Ils n'ont pas été autorisés à participer. L'Iran non plus n'a pas été autorisé à participer. Donc au fond, c'était complètement à sens unique. En gros, c'était comme des alliés qui négocient entre eux. C'est un peu comme si les États-Unis, l'Ukraine et l'Union européenne se réunissaient pour négocier un traité de paix au nom de la Russie et disaient « Voilà, il faut que vous signiez ça ». Ou même « Pas besoin de signer, c'est comme ça que ça va se passer ». En fait, ils ne demandent même pas au Hezbollah de signer ou d'approuver quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment juste une opération de propagande. Ça n'a aucune validité et ça ne sera jamais mis en œuvre. En gros, ce que ça fait, c'est que ça légitime une occupation israélienne permanente du 5e sud du territoire libanais, qui est bien sûr chiite. Ils ont expulsé les 200 000 chiites libanais du sud du Liban et ont rasé toutes leurs maisons. En fait, ils ont gazifié la région, comme ils ont détruit 92% des habitations à Gaza. Il y a plus d'1 million de réfugiés libanais. Et les États-Unis disposent d'un poids diplomatique énorme que nous refusons d'utiliser sous l'administration Trump pour essayer de rétablir la situation avec une paix juste et durable pour le Liban. Et une paix juste et durable pour le Liban, ça veut dire aucune troupe d'occupation israélienne. David, comment comprends-tu ce que disent certaines personnes comme Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, qui affirme en gros que sans Israël, les États-Unis n'existeraient pas? Il parle bien des États-Unis. Je ne sais pas quelle est sa vision des États-Unis et d'Israël. Parce que, si je ne me trompe pas, Israël a été fondé en 1948. Alors est-ce que c'est quelque chose de religieux dans son esprit? Comment toi tu comprends ça? Parce que ces gens-là, ce sont quand même des décideurs quand il s'agit de la situation au Moyen-Orient. Oui, Mike Huckabee est un chrétien évangélique et il a mal interprété un verset de la Bible qui parle du fait que le Seigneur bénira Abraham et ses descendants et que quiconque bénira Abraham et sa famille sera béni et que quiconque les maudira sera maudit. Eh bien, devinez quoi? D'après la Bible, en gros, toute la nation arabe, dispersée dans une douzaine de pays ou plus, descend aussi d'Abraham par Ismaël.
Donc ce verset peut être compris dans les deux sens. Si on reste là, sans rien faire, pendant que des civils innocents à Gaza et au Liban sont massacrés, il faut se rappeler que toute vie est égale aux yeux de Dieu. C'est écrit dans la Bible. En tant que chrétien, on est censé y croire. Mais il semble que beaucoup de chrétiens pensent que la vie des Juifs a plus de valeur aux yeux de Dieu que celle des musulmans. Et ça, c'est tout simplement faux. Donc oui, Huckabee est complètement dans le déni. Évidemment, le président Trump a réagi en disant, à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'Israël n'existerait pas sans les États-Unis, que s'il avait jamais existé, il aurait déjà été détruit sans l'aide américaine. Et je pense qu'il a en grande partie raison. Mais la déclaration de Huckabee n'a aucun fondement. Ça fait partie de sa théologie délirante qui déforme la Bible d'une manière qu'elle n'a jamais eu pour but d'être interprétée. Parce qu'évidemment, Israël n'existait pas. On ne parlait pas d'Israël, l'État moderne d'Israël, puisqu'il n'existait pas à cette époque-là. C'était, je ne sais pas, vers 1500 avant Jésus-Christ, ou 1400 peut-être. Et Israël n'a vu le jour qu'en 1948. Donc oui, Israël est un grand pays, mais il est dirigé par des extrémistes d'extrême droite qui se comportent, en gros, comme des agresseurs à la manière d'Hitler. Évidemment, ils ne sont pas des agresseurs génocidaires au niveau d'Hitler. Mais en termes d'État voyou et d'agresseurs, c'est bien ce que Netanyahou est. Et malheureusement, la plupart des dirigeants israéliens sont comme lui. J'aimerais voir le chef du Parti travailliste en Israël, qui est, il faut le dire, plutôt socialiste. C'est en réalité le dirigeant du seul parti sioniste qui soutient la paix avec les voisins d'Israël. Et c'est exactement ce dont Israël a besoin aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un changement de régime en Iran. Nous avons besoin d'un changement de régime en Israël, vers un gouvernement épris de paix, prêt à retirer les forces israéliennes des régions voisines pour garantir une paix juste et durable dans la région. Pensez-vous que, quand Donald Trump suggère que la Syrie pourrait jouer un grand rôle au Liban, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il parle des nouvelles factions syriennes qui seraient utilisées au Liban, ou bien du gouvernement? Parce que le gouvernement syrien a clairement déclaré qu'il ne participerait pas, qu'il n'attaquerait pas, qu'il ne prendrait pas part à tout ça. Mais il y a quand même des factions en Syrie qui se battent contre d'autres factions de Daesh à l'intérieur même du pays. C'est incroyable de voir dans quel état se trouve la Syrie aujourd'hui. En fait, ceux qui étaient à Idlib et qui sont ensuite venus à Damas se battent maintenant entre eux. Et Donald Trump dit, en gros, prenons ce chaos, retirons-le d'ici et mettons-le au Liban. Pour moi, c'est une recette pour encore plus de chaos et de nouveaux problèmes pour la région. Et franchement, je ne vois pas en quoi ça pourrait aider Donald Trump. Eh bien, je pense que Trump est clairement très frustré par l'invasion israélienne et l'occupation continue du Liban. Mais il n'est manifestement pas prêt à faire quoi que ce soit à ce sujet. Cet accord de cessez-le-feu le prouve, puisqu'il est censé être durable. Et évidemment, on a vu qu'Israël l'a violé dès le lendemain, avec 2 attaques distinctes contre le Hezbollah qui ont tué 2 jeunes filles innocentes. Donc je pense que, vous savez, la Syrie, historiquement, sous Assad, a été une force de stabilité au Liban. Il y avait une présence militaire syrienne. La Syrie a contribué pendant un certain temps à assurer la sécurité face à Israël, mais elle a aussi stabilisé la politique locale en faisant du Liban, en quelque sorte, un État vassal syrien. Et bien sûr, la Syrie était un allié d'Israël ou de l'Iran, comme l'est l'Irak aujourd'hui. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc, je pense que l'idée de Trump, c'est que des troupes musulmanes ou des forces musulmanes feraient sans doute un bien meilleur travail pour stabiliser la situation. Parce qu'en principe, elles ne seraient pas là pour occuper ou conquérir. Leur rôle serait plutôt celui de force de maintien de la paix,
destiné, idéalement, à remplacer les troupes d'occupation israéliennes. Je pense qu'en théorie, si la Syrie avait été un gouvernement stable, dirigé par un leader laïque, pas du genre chef d'Al-Qaïda coupeur de tête comme l'était Al-Assad, ce serait une idée raisonnable. Et si la Syrie avait vraiment pu jouer le rôle d'arbitre neutre, venant d'un pays musulman ou arabe, que ce soit la Turquie, la Syrie ou même l'Égypte, l'idée que leurs troupes servent de force de maintien de la paix pour remplacer les Israéliens, et peut-être même, enfin, ou même les Américains. Je veux dire, je ne veux pas de troupes américaines au Liban. Mais si des soldats américains gardaient la frontière sud entre le Hezbollah et Israël, permettant aux civils de revenir dans ce qu'il leur reste de maison, je trouve que c'est une idée prometteuse. Je pense que le président Trump tient quelque chose. Mais, comme vous l'avez dit, Al-Shara ne semble pas intéressé par cette idée. Cela dit, je pense qu'on pourrait le convaincre, disons avec des promesses d'aide financière, peut-être de plusieurs milliards de dollars. Il pourrait finir par se montrer plus ouvert, mais évidemment, il ne le fera que s'il y a un certain niveau d'accord du côté israélien. Et Netanyahou a été très clair. Israël n'a aucune intention de retirer ses troupes, sauf dans ces 2 toutes petites zones pilotes qu'ils sont en train de transférer au contrôle de l'armée libanaise. D'après les sources iraniennes, on a appris jusqu'à présent qu'ils pourraient ne pas participer à la prochaine série de négociations avec les États-Unis à cause de ce qui s'est passé hier soir. Il semble que certains médias en Iran aient rapporté que les gardiens de la révolution déplacent leurs armes à travers le pays. Je ne sais pas si une attaque pourrait avoir lieu ce soir, mais la situation est vraiment critique. Je n'en suis pas sûr. Parce qu'il y a aussi autre chose. J.D. Vance, juste après la 2e série de négociations, a déclaré qu'une nouvelle ligne de communication avait été ouverte entre l'Iran et les États-Unis pour gérer le détroit d'Ormuz. Mais hier soir, les gardiens de la Révolution ont affirmé qu'il n'y avait rien de tel entre eux. Donc, il n'y a pas de communication entre les 2 parties pour gérer le détroit d'Ormuz, alors que J.D. Vance nous avait dit le contraire. Et aujourd'hui, ce soir, il semble qu'on s'attende à une nouvelle escalade dans la région. Et comment voyez-vous toute cette situation dans le Golfe Persique et la manière dont Donald Trump agit? Parce qu'au lieu de parler, au lieu d'engager un vrai dialogue entre les 2 camps, eh bien, en Iran, ce n'est pas si simple. Beaucoup de gens, quand on parle de l'Iran, disent « Ah, ces gens-là décident, on va faire ceci, et ils vont accepter. » Mais non, ils ont aussi leurs divergences. Comme aux États-Unis, on voit bien qu'au sein de l'administration Trump, il y a différentes forces, 2 camps qui en gros s'affrontent. C'est la même chose en Iran. Il y a 2 courants. L'un, plus militaire, avec une approche très axée sur la force, l'autre plutôt tourné vers la négociation, vers le dialogue. Mais au final, c'est eux qui vont trancher. Et si ces tensions continuent de monter, si elles s'aggravent, la situation va devenir vraiment critique pour toute la région. Oui, alors il y a eu une opération appelée Projet Freedom, comme vous et vos téléspectateurs vous en souvenez sûrement. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont envoyé 3 destroyers de la marine américaine à travers le détroit et qu'ils ont été immédiatement attaqués par l'Iran, avec des drones, des missiles et des vedettes lance-missiles rapides. En réaction, la première réponse de l'administration Trump a été de dire que cela ne justifiait pas une riposte militaire américaine, que ça ne relevait pas du niveau d'une réponse de combat majeure. Et moi, j'aurais soutenu, si j'avais été conseiller de Trump, qu'il s'agissait d'une attaque du corps des gardiens de la révolution islamique contre un navire neutre. Ce n'était pas un navire américain, c'était un navire singapourien. Le navire a survécu avec des dégâts relativement légers, notamment des dommages modérés sur la passerelle.
Il a traversé le détroit d'Ormuz sans incident et il n'y a eu aucune victime. Donc, cela ne justifiait pas une réponse militaire des États-Unis. Ce qui s'imposait, c'était une protestation diplomatique en tant que violation du cessez-le-feu. Et bien sûr, on aurait dû adresser un avertissement ferme en disant clairement que ce genre d'action ne serait pas toléré à l'avenir. Mais Trump a tout simplement surréagi et a fait monter la tension en attaquant directement l'Iran avec des frappes militaires qui n'auraient jamais dû avoir lieu. C'était vraiment une violation totale de l'esprit du protocole d'accord sur le cessez-le-feu qu'il mettait en œuvre depuis, je crois, 12 jours, si l'on compte à partir du 14 ou du 24 juin, quand il l'a signé électroniquement et l'a annoncé pour la première fois. Le président Trump est souvent son propre pire ennemi. Il sabote ses propres accords de paix, sa propre politique étrangère. Il est connu pour changer d'avis sans arrêt, pour se contredire. En privé, il se montre très dur avec Netanyahou, puis en public, il recule et leur laisse tout ce qu'ils veulent. C'est ça le problème quand on a à la tête d'une superpuissance, un dirigeant instable, fondamentalement déséquilibré. Au départ, il se présentait comme un président de la paix, courageux et noble. Il parlait de mettre fin à tous les conflits, de ne pas lancer de nouvelles guerres à l'étranger. Et maintenant, il a déclenché une guerre dont il ne sait pas comment sortir. La façon d'en finir, c'est d'appliquer l'accord de cessez-le-feu et en gros, d'ignorer les petites violations iraniennes que je considère comme relativement mineures. Il suffit de protester verbalement, puis de répondre de manière proportionnée s'il recommence. Mais la manière dont il a fait monter la tension montre qu'il ne sait pas comment désamorcer la guerre. Et si on ne désamorce pas, le conflit peut continuer à s'emballer, complètement hors de contrôle. Très vite, les bombardements reprennent, des frappes quotidiennes. Les États-Unis contre l'Iran et l'Iran contre des bases américaines dans 6 pays différents, le même jour. Et je ne pense pas que ce soit ce qu'il veut. Mais malheureusement pour les États-Unis, l'Iran a quelque chose que les États-Unis n'ont pas, le contrôle du détroit d'Ormuz. Et si, comme on le sait, il décidait de le fermer à nouveau, il pourrait facilement provoquer une dépression mondiale en moins d'1 an. Donc je ne pense pas que ce soit anodin. Le président Trump a clairement expliqué que la principale raison pour laquelle il avait choisi de signer l'accord aux conditions iraniennes, en acceptant pratiquement toutes, y compris celles qu'il jugeait auparavant inacceptables, c'est qu'il ne voulait pas devenir un nouveau Herbert Hoover et entraîner les États-Unis dans une seconde grande dépression. Et malheureusement, il semble oublier à quel point c'est crucial. Parce que s'il continue d'attaquer l'Iran, il est presque inévitable qu'il referme le détroit. Je pense que ce que les États-Unis essayent de faire, avec la visite récente que Marco Rubio tente d'organiser, c'est d'équilibrer politiquement la situation dans le détroit d'Ormuz. Ils vont à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, ils discutent avec eux, ils essayent de faire pression sur Oman et de les convaincre que ces pétroliers pourraient peut-être emprunter les routes omanaises pour traverser le détroit d'Ormuz. Ensuite, les gardiens de la révolution iranienne interviennent et frappent certains de ces pétroliers, de ces navires, de ces bâtiments. Et ça, c'est parce que l'atout principal des Iraniens, c'est le militaire. Leur présence dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. C'est eux qui contrôlent cette zone. Mais ils essayent d'aller convaincre le gouvernement omanais, qui n'a pourtant rien à voir avec le conflit. Ils n'ont pas pris part à la guerre. Au contraire, ils ont fait de leur mieux pour rapprocher les deux camps. Et maintenant, ce mouvement politique, je ne sais pas ce que cherche Marco Rubio, parce que cet homme, à chaque fois qu'il va en Europe, il crée de nouveaux problèmes. Il va au Moyen-Orient, il crée encore des problèmes.
c'est pas la solution, du moins pas depuis les 12 derniers mois ou plus d'un an qu'il est en fonction. C'est le secrétaire d'État des États-Unis. Oui, Rubio, c'est vraiment la pire personne. Je veux dire, il est connu pour avoir renégocié le plan de paix en 28 points entre Trump et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. D'après mon évaluation, 25 de ces points étaient acceptables pour la Russie. Et ensuite, il l'a tout simplement remplacé par le plan de paix de Zelensky, un plan maximaliste que la Russie a totalement rejeté. Et il a dit « Oh, l'accord est bien meilleur maintenant, bien meilleur », parce qu'on a cédé à toutes les exigences de Zelensky et qu'on a jeté à la poubelle toutes celles de Trump. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît pour agir contre les intérêts de sécurité nationale des États-Unis. En gros, c'est un politicien acheté par Israël et dans une moindre mesure, par l'Ukraine. Tu sais, c'est un néoconservateur. Et comme tu l'as dit, il soutient toutes les guerres. Il a adoré la guerre contre l'Iran. Il n'en a pas parlé ouvertement au début, mais depuis que ça a commencé, il la défend bruyamment. Et franchement, il sème des problèmes partout où il passe. Il est extrêmement pro-israélien. Il est incapable de faire preuve de la moindre empathie stratégique. Il ne reconnaît aucune des raisons légitimes qu'ont d'autres pays de se défendre, de protéger leur propre territoire, comme l'a expliqué J.D. Vance. J.D. Vance a souligné que l'Iran est une grande puissance. Enfin, il n'a pas utilisé ces mots exactement, mais il a dit que l'Iran a autant le droit à la légitime défense qu'Israël. Ils ont le droit d'avoir des missiles balistiques. Trump dit qu'ils ont le droit d'enrichir jusqu'à 3,7% pour pouvoir produire leur propre énergie nucléaire et bénéficier simplement de tous les droits d'un pays normal selon le droit international. Mais Rubio, lui, n'y croit pas. Pour Rubio, tout est noir ou blanc. Il voit les Israéliens comme les soldats de Dieu sur terre, en train de mener les guerres de Dieu. Et tous leurs ennemis sont automatiquement considérés comme mauvais. En réalité, c'est bien plus nuancé. Les Iraniens, enfin, le régime islamiste, ont tué, d'après mon propre décompte, environ 6700 manifestants. Certainement pas les 40 000 ou 20 000 dont on a entendu parler dans certaines sources de propagande. Mais ces manifestants ont été poussés à agir par le Mossad et la CIA. Ils seraient encore en vie aujourd'hui si on ne les avait pas en gros incités à se rebeller, ce qui a conduit le régime iranien à les éliminer. Mais Israël est un régime tout aussi meurtrier, qui a tué bien plus de gens et en beaucoup moins de temps que les Iraniens au cours des 3 dernières années. Alors, pourquoi les États-Unis prennent-ils parti? Les États-Unis devraient rester complètement neutres. J'en ai déjà parlé dans votre émission. Vous savez, les États-Unis devraient adopter une politique de neutralité bienveillante, c'est-à-dire qu'on ne s'allierait pas avec Israël. Évidemment, on ne s'allierait pas non plus avec l'Iran, mais on ne s'allierait pas avec Israël. On leur vendrait des armes seulement s'ils se comportent correctement. Et s'ils n'envahissent pas, s'ils ne commettent pas d'agressions internationales contre leurs voisins, des agressions non provoquées, alors très bien. Mais s'ils le font, nous couperons toute aide en matière de sécurité et toute coopération en défense, y compris le renseignement et la défense. Vous savez, je pense que c'est quelque chose que J.D. Vance serait prêt à envisager s'il était président. J'espère qu'il sera élu en 2028 avec le soutien de Tucker Carlson et de beaucoup d'autres qui se sont éloignés de l'entourage de Trump et ne le soutiennent plus à cause de sa présidence et de sa décision de placer Israël avant l'Amérique. Mais c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un président qui soit vraiment un président de la paix, qui ne lance pas de nouvelles guerres et qui fasse tout ce qu'il peut pour mettre fin à celles que nous menons en ce moment.
D'après toi, David, est-ce que tu penses qu'il y a une forme de division qui est en train de se créer entre les États arabes du Golfe Persique? Eh bien, je pense que les États arabes du Golfe sont aujourd'hui obligés de faire face à une nouvelle réalité. Les garanties de sécurité américaines se sont révélées pratiquement inutiles parce que les États-Unis ont décidé de redéployer une grande partie de leur système de défense antimissile du Golfe vers Israël, et ce, immédiatement. Ils ont clairement donné la priorité à la défense d'Israël plutôt qu'à celle des pays du Golfe. Et évidemment, les États du Golfe sont beaucoup plus exposés. Il y a donc moins de choses que nous puissions faire pour les protéger contre d'éventuelles frappes de missiles iraniennes, simplement à cause de leur proximité avec l'Iran. Mais au fond, la marine américaine s'est montrée incapable de contrer la puissance navale et militaire de l'Iran dans le Golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a donc prouvé qu'il est une puissance régionale majeure et qu'il est en train de devenir un hégémon régional avec lequel il faut désormais compter. En conséquence, des pays comme, je crois même le Qatar, ont évoqué l'idée de partager leur réseau électrique avec l'Iran pour éviter que celui-ci n'ait envie de les attaquer à nouveau. Ils multiplient toutes sortes d'accords diplomatiques et peut-être même des accords de sécurité à venir, pour faire tout ce qu'ils peuvent afin de dissuader l'Iran de les attaquer encore. En fin de compte, la solution, bien sûr, c'est de chasser les forces militaires américaines de leur pays. Et puis comme Oman, même si Oman a bien une base militaire américaine, comme vous l'avez rappelé, l'Iran ne les a pas attaqués, parce que les Omanais ont vraiment, sincèrement essayé de négocier un accord de paix sur la question nucléaire avant que la guerre ne commence. Et en fait, l'Iran avait proposé un accord nucléaire très prometteur, bien meilleur que tout ce qu'on pourrait espérer obtenir aujourd'hui. Maintenant qu'on a éliminé la première famille d'Iran, le guide suprême et une cinquantaine d'autres dirigeants, et qu'on a tué environ 1700 civils, dont 150 ou 160 jeunes filles, lors de cette double frappe au Tomahawk dans les tout premiers jours de la guerre.